Ça fait une demi-heure que je suis sur cette putain de transition. Moi je fais partie des gens qui pensent que les résolutions c'est une bonne chose. Et non, non, non. Mais là j'ai chialé en fait. Manque un truc là. Voilà. Ça va être 2024. On est parti. Salut l'équipe, c'est Pablito. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. C'est la première fois que on est que vous et moi. D'habitude, j'ai toujours mon frère avec moi qui m'aide pour filmer des trucs, des tutos, etc. Là, je voulais faire un point sur 2023. Un espèce de bilan pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé toute cette année que vous avez vu sur Instagram. Je vais vous l'expliquer un peu ici sur YouTube. Comment est-ce que je l'ai vécu, etc. C'était une année très mouvementée pour moi. Et vous expliquer aussi quels sont les projets pour 2024. Moi, je fais partie des gens qui pensent que les résolutions, c'est une bonne chose. Je vous donnerai mes résolutions pour 2024. Mettez-vous à l'aise. Café, thé, tout ce que vous voulez. Et on va passer un petit moment ensemble. Ok, donc pour ceux qui découvriraient la chaîne maintenant, moi c'est Pablito, je suis freestyler professionnel. Je suis artiste, artiste de cirque en fait. Sur les statuts de Pôle emploi, je suis artiste de cirque. Même si on peut pas considérer que le freestyle, pour moi, ce soit du cirque. Je suis intermittent du spectacle, artiste, et tout ça, ça s'est passé en fait cette année. Pour vous faire le bilan de 2023, je vais commencer par ça, je vais scinder en 3 parties. Le côté professionnel, le côté plus personnel, et le côté freestyle, qui est moi ce qui m'anime depuis toujours. Au niveau pro, moi j'ai démarré 2023 en étant content officer, donc j'écrivais des articles pour une boîte qui travaille à Madrid. J'écrivais des articles autour du sport, je travaillais sur de l'optimisation de mots-clés, des domaines qui sont très proches, du moins assez quand même proches de ce que j'ai fait au niveau des études. J'ai fait une école de commerce, c'était un métier où j'avais une liberté assez importante au niveau de mes horaires. J'étais en télétravail, c'était un truc qui était assez facile pour moi dans le sens où je maîtrisais bien les codes et j'étais bon dans ce que je faisais. Et ce qui est bien, c'est que c'est un métier aussi qui est très statistique. En fait, tu vois le résultat chiffré de ce que tu arrives à faire. Ça s'est un peu détérioré sur la fin, et moi en parallèle, surtout fin 2022, j'ai commencé cette aventure avec le théâtre de ma ville, la scène nationale Equinox de Châteauroux. Et je commençais à accumuler des heures pour atteindre le statut d'intermittent du spectacle. Je ferai sûrement une vidéo pour expliquer un peu ce que c'est. Grosso modo, tu cumules 507 heures de travail. Tu vas à Pôle emploi, puis voilà, j'ai bossé 507 heures, et tu accèdes à un statut qui te permet en fait d'être rémunéré tous les mois par Pôle emploi. Alors il calcule un taux, et du coup après tous les mois, tu as une rémunération par Pôle emploi. Je suis passé intermittent du spectacle, ce qui fait que j'ai dû faire un choix dans le sens où j'arrivais plus à garder les 2 jobs, surtout en termes de charge de travail. Autant quand j'étais en train de cumuler les heures, c'était jouable, c'était dur mais c'était jouable d'avoir ces 2 jobs. Donc, moi, pendant 1 an en fait j'ai eu 2 jobs. Après une fois que j'ai accédé au statut et que ça commence à s'intensifier aussi au niveau du théâtre avec des représentations, des shows beaucoup plus fréquents, là c'était plus du tout jouable. Je pouvais pas partir, aller faire un spectacle et avoir l'ordi avec moi en loge, parfois t'as pas internet, bref ça devenait une galère. Donc j'ai dû faire un choix, j'ai pris le risque, alors c'est un risque qui était quand même calculé, hein, j'ai pas fait ça sur un coup de tête, mais du coup de poser ma démission. Donc en avril j'ai démissionné. Ça a été une décision très compliquée, surtout pour un mec comme moi qui aime bien prévoir à long terme. En fait quand tu rentres dans ce métier artistique, la première chose qu'on t'explique, si t'es bien entouré du moins on te l'explique, c'est que tu ne peux pas garder tes prévisions de long terme comme t'as dans un métier plus classique. En fait quand t'es artiste, tu sais pas ce que tu vas faire horizon 1 an, et alors encore moins 2 ans et 3 ans. C'est un truc où il faut accepter que tu vas pas vivre au jour le jour, mais presque. Et que tu vas compter sur les rencontres que tu vas faire dans le milieu. Ton spectacle, il faut que tu aies confiance dans la qualité de ton spectacle, mais c'est un deal qu'il faut passer. J'avais la chance, et j'ai toujours la chance, d'être super bien entouré. Au théâtre de ma ville, il y a une équipe de dingue qui m'a aiguillé de A à Z, et qui m'a soutenu, qui m'a fait confiance, qui a investi dans ce projet-là. Je suis content parce que maintenant le spectacle est prêt. On a travaillé 1 an dessus. Et ceux qui sont sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Le spectacle Mouton Noir. En gros, Mouton Noir, c'est un spectacle de théâtre de base. C'est 80% du théâtre. Ça dure 50 minutes. Ça retrace tout mon parcours. Et le thème de ce spectacle, c'est la passion. Voilà, donc je vais pas trop en dire. Ceux qui sont un peu curieux, j'ai déjà balancé quelques extraits sur Instagram. La dominante est clairement du freestyle, puisque moi ma vie c'est le freestyle. Le rêve ça a toujours été de vivre de sa passion, et donc cette année 2023 c'est le cas. Et c'est ouf à quel point rien que le fait de savoir pourquoi tu te lèves le matin, ça change tout. Depuis avril là que je suis intermittent, j'ai l'impression d'être un peu déconnecté du monde réel, et que c'est un peu un rêve, tu vois, qui voilà, t'es payé pour aller faire des shows dans toute la France, présenter ta passion, présenter ton parcours. En plus c'est mon histoire, ça englobe vraiment toute ma vie. Maintenant, le côté perso. Alors côté perso, il y a
Il y a une espèce de dualité parce que d'un côté, ce nouveau job m'a fait rencontrer énormément de monde et donc c'était super enrichissant. Côté plus négatif, c'est que pour arriver jusqu'à ce statut-là, bah, j'ai passé une bonne partie de 2023 enfermé dans ma grotte à m'entraîner dur. Alors pour moi c'est pas un côté négatif, dans le sens où je peux m'enfermer 10, ça m'est déjà arrivé de m'enfermer 12 heures dans la salle à faire que du freestyle, à m'entraîner dur. Mais c'est un truc qu'il faut changer. Donc, et ça mon métier me le permet maintenant, donc c'est bien, ça me fait progresser. Et c'est très cool pour moi parce que ça m'oblige à sortir de ma cave en fait. Et à ne pas passer 10 heures à m'entraîner, non. D'être plus ouvert et à saisir d'autres opportunités, à prendre aussi du temps entre guillemets pour aller boire un verre. Bon, l'alcool c'est pas mon délire, mais tu vas quand même avec ton équipe célébrer par exemple la fin d'une date, et ça c'est cool. Moi j'ai beaucoup de mal avec le truc de célébrer. En général je me rends compte des choses, des bons moments, des trucs que j'accomplis 6 mois après. J'ai du mal à célébrer dans l'instant présent, et ça, ce genre de truc, à la fin d'une date, aller au resto avec toute l'équipe et célébrer, ça c'est des trucs c'est des moments qui sont fous. C'est des moments simples mais importants. Du pipelette hein. J'ai tellement pas l'habitude de discuter face à une caméra, j'ai l'impression d'avoir un pote en face de moi. Maintenant, l'aspect le plus important, le côté sportif. Alors, 2023 ça a été des hauts et des bas, mais toute l'année. Début d'année plutôt cool, j'ai l'impression de progresser, je débloque un geste que j'avais mis, mais franchement j'ai dû mettre 6 mois, facile, presque 7, à travailler quasiment exclusivement ce geste. C'est un mouvement de lower qui s'appelle Scala. C'est un geste 3 révolutions, passe 3 fois la jambe avant de récupérer la balle. C'est un geste qui m'a coûté beaucoup parce que physiquement j'étais pas au niveau de l'encaisser, parce que j'avais beaucoup de barrières mentales. Quand j'ai appris l'existence du freestyle, c'était en 2012. Alors après j'ai eu une énorme pause à cause des études, hein, mais je découvre le freestyle en 2012. Ce niveau de geste là, c'était très rare. C'est-à-dire que le mec qui savait faire ça, qui savait faire un 3 révolutions, c'était déjà officiellement une brute, automatiquement. Et du coup, moi, quand j'ai découvert le freestyle, j'ai commencé à me mettre inconsciemment des espèces de barrières mentales, à me dire ce geste-là, il est infaisable, il n'y a que l'élite du freestyle qui y arrive, etc. Du coup, je pense que ça, inconsciemment, ça m'a freiné, ça m'a desservi dans l'apprentissage de ce geste, parce qu'en fait, tu vois, dans la nouvelle génération qui n'a pas ces blocages-là, et après qui bénéficie aussi de gens qui sont passés, qui ont fait des tutoriels. Maintenant, tu démarres le freestyle, tu les vois, ces scales-là, tu les vois, ces gestes-là, et ils te paraissent pas impossibles, parce que tu vois beaucoup de mecs le faire. Ça m'a pris peut-être plus de temps que ça aurait dû. C'est un geste qui est quand même très physique. Je l'ai débloqué, j'ai réussi à le faire en compétition sur scène, au Super Bowl et au championnat de France. C'est pas parce que tu maîtrises un geste qu'après t'es capable de le faire sur scène. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, il y a le stress, il y a l'adrénaline, il y a le sol qui est différent, il y a le fait que t'es en hauteur par rapport au public, tout ça en fait ça te change tes repères. Et on est sur un niveau de geste qui se joue au millimètre. Donc le fait de changer ne serait-ce que ton environnement, s'il y a plus de vent ou quoi, si t'es un peu plus avec les jambes tendues ou quoi, ton geste il peut sauter en 2-2 en fait à cause de ça. Donc il faut vraiment le maîtriser, mais il faut être capable de le faire aussi dans des conditions différentes. Et ça c'est encore un autre niveau de maîtrise. J'étais content parce que j'ai atteint ce niveau de maîtrise. Niveau purement place et tout, bah Super Bowl j'ai fait top 75. L'année dernière on était 3ème rookie. L'objectif c'était juste de rester dans la principale, et donc c'est le cas, très content à ce niveau-là. Au niveau français, plus dur. Je pense que je suis maudit avec le championnat de France. Ça fait 2 ans de suite que je le fais. La première année, 2 semaines avant, je me fracture l'orteil. Donc un peu compliqué quand même, hein, quand tu peux pas prendre appui sur le gros orteil du pied d'appui en plus. Et là cette année en fait, Covid. J'arrive là-bas et je commence à me sentir mal, avoir des vertiges, pas d'énergie, courbatures de dingue, mais des courbatures qui sont pas naturelles, des courbatures où tu sais que c'est parce qu'il y a un truc, t'es malade ou quoi. J'avais aucune énergie, musique me cognait dans les tempes, enfin c'était insupportable à ce niveau-là. Bon, je savais pas que j'avais le Covid, hein, je savais qu'il y avait un truc bizarre, mais bon, et j'ai fait le test le soir et oui. Bon, donc je termine 17ème, à 1 point du top 16. Et dans le cercle en question, c'était assez serré. Donc bon, on a quand même réussi à limiter la casse. 17ème, c'est pas dégueulasse. Le but c'est de faire mieux que l'année précédente, donc c'est le cas. Après, moi j'ai pas d'objectif de place, dans le sens où c'est pas des trucs où j'ai un levier d'action total. Ça dépend des juges en fait. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est donner le maximum sur scène, arriver le plus préparé possible, faire ce que j'ai prévu de faire, et après on voit. Parce que ça dépend de plein de choses. C'est très dur pour moi de dire je veux telle place. Je peux le penser et c'est un objectif que je peux avoir, mais au final ça dépend de tellement de paramètres que moi la seule chose où j'ai le full contrôle, c'est de faire la meilleure prestation possible. Parce que t'as des juges
Et on sait dans le freestyle que les juges c'est un thème assez chaud. Il y a des juges qui peuvent préférer un style à un autre. T'as forcément une attirance pour un style, peut-être même pour une personne, consciemment ou inconsciemment, c'est normal, c'est humain. Mais donc, on sait que c'est pas objectif à 200%. Donc la seule chose que tu peux faire en tant que performeur, c'est faire ton maximum. Donner tout ce que t'as. Après, il faut jouer sur les nuances. Ok, est-ce que t'en mets assez, est-ce que t'en mets pas assez? Parce que dans le freestyle, il y a aussi une gestion des gestes. Et tu vas pas tout dévoiler d'entrée, parce que tu sais qu'il y a des tours après. Et donc, l'effet de surprise, c'est un truc qui est très puissant en freestyle. Donc il faut garder ça. Mais d'un autre côté, si t'en mets pas assez, c'est là où tu peux passer à la trappe pour pas grand chose. Et c'est déjà arrivé. Donc c'est une gestion et ça dépend aussi des juges. Donc je me prends pas trop la tête avec les places, avec le classement, etc. Je fais le maximum. Je regarde surtout en termes de niveau. Et en termes de niveau, j'ai vachement bien progressé. Mais le gros côté négatif, c'est que je l'ai payé au niveau de la santé. 2023, j'ai vraiment bombardé les entraînements. J'ai déclenché ma plus grosse blessure jusqu'à maintenant, une pubalgie, qui m'a fracassé physiquement. Je suis arrivé dans des états où c'était plus possible de marcher. J'ai eu un matin qui m'a choqué. Je me suis réveillé avec une larme. Moi, je suis pas quelqu'un qui pleure de base. Je suis pas spécialement sensible à ce niveau-là. Mais là j'ai chialé en fait. La pubalgie, juste pour expliquer vite fait ce que c'est, je pense que je ferai une vidéo aussi au cas où il y a des freestylers qui malheureusement déclenchent ce truc là. En général c'est une blessure qu'ont pas mal les footballeurs. C'est un truc que tu te fais quand tu dépasses tes limites physiques, que les efforts sont trop intenses, trop forts. En fait c'est une inflammation. Tu peux avoir une pubalgie au niveau des abdos, au niveau ça se passe au niveau du pubis en général, et au niveau des adducteurs. Moi c'est les adducteurs. La sensation c'est que on vient déchirer ton muscle. C'est ça la sensation que moi j'ai. C'est une inflammation, ça brûle et t'as l'impression qu'on te déchire littéralement le muscle et il y a des mouvements que tu ne peux littéralement pas faire. Ça fait maintenant 8 mois que j'ai une pubalgie, j'en suis toujours pas sorti. C'est un truc qui te flingue physiquement mais te flingue aussi mentalement. Tu peux avoir l'impression d'aller mieux et tu reprends en fait entre guillemets espoir que c'est fini. Et le problème c'est qu'il suffit que tu fasses un mouvement de pas contrôlé, ou t'es allé trop loin, ou t'as fait un geste que tu devais pas faire, et boum, t'as l'impression de repartir 6 mois en arrière avec des douleurs horribles. C'est une blessure qui est épuisante mentalement, dans le sens où t'as l'impression de faire un pas en avant, 4 en arrière. Là maintenant ça va beaucoup mieux parce que maintenant j'ai 2 mois de kiné dans les jambes et que ça fait un bien fou, que je sais maintenant gérer ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Mais là par exemple en termes de niveau de freestyle, je démarre 2024 à essayer de rattraper le niveau que j'avais début 2023. Parce que la pubalgie m'a fait stopper complètement le lower, qui est ma catégorie forte, qui est mon style de préférence. Donc là, il faut reconstruire. Et ça va être le gros objectif de 2024. Donc, une année 2023 très positive d'un point de vue sportif, mais il y a la blessure qui m'a freiné dans ma progression. C'est une espèce de leçon. J'ai progressé très vite, mais en travaillant beaucoup trop. Voilà pour le bilan 2023. Ça a été une année de dingue, ça a été ma plus belle année à tous les niveaux. Donc très content de ça. 2024, j'ai pas mal de résolutions, j'ai pas mal d'ambitions. Mais là, une des routines que je dois faire absolument, c'est aller m'entraîner. C'est un truc qui est essentiel pour moi, qui est vital. Donc je vais vous prendre avec moi à l'entraînement. Je vais y aller mollo, je suis à reprendre les basics. C'est tout. On se retrouve dans ma salle, dans mon espèce de sanctuaire. Et on attaque ensemble, on s'entraîne ensemble. Bon. Meilleur moment de la journée, l'entraînement. On est à la maisonnette d'Equinox. La maisonnette, c'est une espèce de salle en fait qui est dédiée aux artistes qui viennent faire des résidences, qui viennent s'entraîner. Et moi, c'est littéralement le lieu où je passe le plus de temps. Parfois, je passe plus de temps ici que chez moi. Le programme de la journée, 2 heures max, beaucoup de bases. Je vais tenter 2 transitions. La première, une que j'ai vue dans la vidéo de Johanna. Je pense que la première, elle va passer assez rapidement. La deuxième, c'est un mélange de 2 transitions en équilibre. J'aimerais bien réussir à faire tourner la balle en Jordan, croiser, descendre, faire un kick et la récupère après en extol. Là ça a l'air du chinois, je vous montrerai si j'y arrive. Celle-là j'ai plus de doutes. On est parti, on se change et let's go avec un petit travail de basics. Je vous prends avec moi. Là, ce que vous venez de voir, c'est typiquement, franchement, 50% de mes entraînements, c'est ça. Ce travail-là, il est super important. Si tu veux progresser en lower et en freestyle de manière générale, t'es obligé de passer par là.
C'est un travail de long terme, relou, mais ça vaut le coup. J'en profite pour passer une dédicace à la chaîne YouTube Real Lowers, qui est pour moi la meilleure chaîne internationale en ce qui concerne le lower. Donc je la mettrai en description, allez checker. Je vais enchaîner avec les transitions, on va essayer de rentrer ces deux transitions là. Ça doit être un truc comme ça. Les gars, on a un problème. J'avais pas capté, mais en fait, sur la vidéo de Johanna, la transition, en fait, il n'y a pas d'arrêt. Je sais pas si on va bien voir. Full focus, parfait. Là, il n'y a pas de transition. Et ça, c'est la merde. Parce que moi, j'ai l'habitude de popper, contrôler ici en haut, et après croiser. Donc là, il va falloir que j'apprenne à popper direct croisé, qui va rajouter une difficulté supplémentaire. Bon, deuxième essai, j'ai réussi à l'attraper. Donc je pense que ça en fait, ça va pas être trop dur. Ça va être le passage de décroiser, passer sur une main. Celui-là, il commence un peu à me tirer l'adducteur. Je vais quand même essayer, je vais y mettre un peu plus de jus. Mais je pense que si ça tire trop, je vais stopper parce que le but c'est pas de se reblesser. Et il y a la chute aussi, je suis pas serein encore sur la descente. Bon, on va essayer, de toute façon au bout du deuxième essai tu peux pas savoir ce qui se passe. Bon les gars, je viens d'en faire une qui ressemble un peu, je suis pas convaincu par l'exécution, je sais pas trop si c'est suffisamment clean pour être validé. Je vais en mettre une autre quand même, mais je vais pas passer l'entraînement à la faire parce que ça commence un peu à me tirer au niveau de l'adducteur. Et là j'ai appris maintenant avec la pubalgie à pas rigoler, dès que j'ai un signal en général je passe à autre chose. Donc je vais en refaire une tranquille, je vais essayer juste de travailler sur l'exécution, pas sur la force. Celle-ci je l'ai mieux sentie. Celle-ci je pense qu'elle est bonne. En tout cas j'ai compris le principe. Je commence à sentir l'adducteur qui commence à m'insulter. Donc je vais m'arrêter là pour cette transition. On va passer à la deuxième. Le but ça va être de faire tourner la balle sur la semelle quand on est en équilibre. Après de venir croiser, descendre, kicker pour remonter. Et le truc qui va vraiment me faire chier, je pense, ça va être, une fois que j'ai kické, arriver à la réceptionner en extol derrière la nuque. Allez, c'est parti, deuxième transition, assez de blabla. Je parle trop aujourd'hui. Les gars, je vous jure que d'habitude, je parle pas autant. Allez. Non. What? Oh, je suis touché. Il a manqué la frappe. Ça fait une demi-heure que je suis sur cette putain de transition. Ce genre de geste qui est très frustrant, c'est que c'est du freestyle sans lettres. Dans le sens où c'est pas tant le contrôle du ballon qui est important à ce moment-là, c'est le contrôle du corps. Donc là ça fait une bonne demi-heure que je suis dessus. Voilà, c'est ça le freestyle, hein, c'est pas TikTok. Tu vas avoir des problèmes toi. Le freestyle c'est ça, c'est passer une demi-heure, une heure sur un geste ou sur un combo. Et c'est normal, c'est trop bien. Je vais en remettre un coup, je sens qu'il manque pas grand chose. Alors on y va. Bon, les gars, c'est un échec. Get the fuck out of here. Ça fait plus d'une heure qu'on est dessus. J'avais dit que je m'entraînais 2 heures, je suis déjà à presque 3 heures d'entraînement. Ça fait chier, on va pas se mentir. Là, si ça tenait qu'à moi, je passerais toute la soirée ici jusqu'à rentrer ce putain de geste. Mais là, je commence à sentir un peu l'épaule qui
qui gueule, donc je préfère le laisser là. Par contre, la vidéo elle va sortir dimanche. Dimanche sur Instagram, il y a ce combo là qui sort. Ce sera le retour sur Instagram, voilà, vous l'aurez en avance. Les gars, on est parti, fin de l'entraînement. Voilà, ça c'est un entraînement type. En début d'entraînement, des bases. En général, après il y a un travail de lower. Là, il n'y est pas parce que retour de blessure. Et après, travail de transition. En ce moment, c'est ça, c'est comme ça que je bosse. C'était cool, la première transition elle est passée plutôt rapidement. Je la considère pas maîtrisée parce qu'il faut la travailler beaucoup plus pour essayer de la rentrer dans des combos, etc. Donc, mais au moins je l'ai comprise. La deuxième, c'est qu'une question de travail aussi. Je l'ai bien en tête. Maintenant, il faut y passer les heures et les heures et les heures et les heures et les heures pour que ça devienne beaucoup plus fluide et vraiment bien comprendre et puis se solidifier parce que là c'est un travail physique de ouf en vrai. J'espère que ça vous a plu. Je vais pas mettre beaucoup d'images parce que le but c'est pas de vous montrer que l'entraînement aussi, hein, c'est de parler de 2023 et des objectifs 2024. Et donc on est parti, on retourne à la maison pour parler des objectifs et des résolutions 2024. C'est parti l'équipe.